Tac, oui. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tous, je vous présente le projet numéro 2 d'Open Classroom qui s'intitule Analyser des données de systèmes éducatifs. Alors, cette présentation va se répartir en 3 points. Premier point est l'introduction à la présentation du sujet afin d'avoir tout le contexte nécessaire pour appréhender le sujet. En deuxième partie, nous allons voir le traitement des données et voir quelles données sont les plus probantes pour l'analyse. Et la troisième partie sera l'analyse et conclusions pour pouvoir répondre aux problématiques soulignées dans le projet numéro 2. Alors, quel est le contexte que nous avons actuellement? Nous avons une entreprise qui s'appelle EdTech, qui est une entreprise qui propose des cours en ligne au niveau lycée et université. Et sa problématique est la suivante, il cherche dans quel pays s'implanter. Donc, pour répondre à cette question, nous avons un organisme qui s'appelle ESTAT All Educator Query, qui propose 3000 indicateurs internationaux sur le niveau d'éducation. Ces indicateurs sont répartis dans 5 fichiers CSV qui sont ESTAT Country, ESTAT Country Series, ESTAT Data, ESTAT Footnote et ESTAT Series. Donc, nous allons regarder ces fichiers un par un et voir lequel serait le plus intéressant pour nos analyses. Alors, avant de faire ça, nous allons parler rapidement, nous allons faire un aparté sur la norme ISO 3166-1, qui est une norme internationale de codification de pays. C'est une liste officielle de pays et de territoires indépendants que nous appellerons États, qui va nous servir de référence pour filtrer les pays les zones de nos fichiers CSV, car dans notre fichier CSV, nous n'aurons pas forcément des zones qui seront en accord avec cette norme. Donc, pour pouvoir uniformiser tout ça, nous allons utiliser cette norme 3166.1. Donc, le premier fichier que nous avons à notre disposition est le fichier ESTAT Country, qui est un fichier qui regroupe les informations générales sur les zones géographiques. Il possède 241 lignes, donc 241 zones, et 32 colonnes, qui sont les indicateurs généraux. Ce fichier n'avait pas de doublon, mais lorsque nous filtrons ces zones avec la norme ISO, nous voyons que nous obtenons des zones qui ne sont pas vraiment des pays. Par exemple, nous avons Arab World, European Union, INCOM, etc. Tout ça sont des zones qui ne nous intéressent pas vraiment, car nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous implanter dans un pays, pas forcément dans un continent ou autre chose. Donc, du coup, nous allons faire partir cette liste. Et du coup, ce fichier CSV qui avait 241 zones se réduit en 214 États. Les États qui sont en accord avec la norme ISO. Le deuxième fichier est le fichier ESTAT Country Series qui donne les sources de chaque indicateur. Par exemple, pour la première ligne, SPPOP-TOT, qui est la population totale, l'indicateur population totale, nous avons sa source qui est les United Nations World Population Prosperity. Alors, ce fichier n'est pas trop complet parce que nous avons 613 lignes pour 211 zones, ce qui donne à peu près 3 indicateurs par zone. Donc, il donne les sources pour seulement 3 indicateurs en moyenne, alors que nous en avons bien plus dans les 3000. Le troisième fichier, EdStat Data, qui est le fichier le plus important et le plus lourd, qui possède plus de 800 000 lignes, 70 colonnes. Donc, pour chaque ligne, nous avons sa zone, par exemple Arab World, son indicateur et sa valeur pour chaque année qui est entre 1970 et 2100. À partir de 2020, c'est une estimation, car le fichier a 5 ans, il date de 2017, donc du coup, il considère que 2020 est l'année de début des estimations jusqu'à 2100. Ce fichier possède 3665 indicateurs et 242 zones, qui vont être réduits à 215 états grâce à la norme ISO. Le quatrième fichier est le fichier EDSAT Footnote, qui donne le niveau de précision de chaque indicateur. Par exemple, nous avons pour cette ligne-là SH-DY mort, qui est le taux de mortalité infantile. Nous avons une fourchette entre 91,6 et 109,3. Donc, c'est à peu près le niveau de précision pour chaque indicateur. Il est intéressant, sauf qu'il ne donne pas un niveau de précision pour tous les indicateurs. Il n'en donne que pour seulement 1474, alors que nous en avons 3665. Donc, il est assez incomplet. Et le dernier fichier, nous avons le fichier EdStat Series, qui donne la définition de chaque indicateur, son thème, qui est ici, le topic, et la source de ces indicateurs qui est située ici. Il possède 3665 lignes, 15 colonnes, pas de doublons,
Et j'ai vérifié si ces 3665 indicateurs étaient exactement les mêmes que ceux d'Edstat Data, et c'est le cas. Ce sont vraiment tous les indicateurs possibles dans nos 5 fichiers. Donc du coup, nous allons passer à la partie analyse, et nous allons utiliser le fichier Elstat Data pour ce faire. Donc en premier lieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons ici, par exemple, un graphe qui répertorie le nombre de valeurs non nulles au fil des années. Donc, comme je l'avais précisé précédemment, le fichier StatData contient 800 000 lignes, donc on devrait avoir au maximum 800 000 valeurs non nulles au maximum. On voit qu'on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt aux alentours des 100 000, 200 000 au plus grand au maximum. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir sur son graphe? Déjà que nous avons le maximum de valeurs non nulles qui est pour l'année 2010, qui est à 233 567, et qu'entre 2020 et 2100, qui sont des valeurs d'estimation, nous avons exactement le même nombre de valeurs, qui est de 51 128. Les valeurs réelles sont donc jusqu'à 2017, et pour notre analyse, comme nous souhaitons nous implanter maintenant, plus nos données sont récentes et plus l'analyse sera pertinente. Il n'est pas trop probant de s'intéresser aux valeurs des années 80 si on veut s'implanter aujourd'hui, car le pays peut avoir beaucoup changé en 40 ans. Donc, du coup, la problématique est la suivante, c'est de prendre les données les plus récentes possibles, mais aussi prendre le plus de données possible. Car prendre, par exemple, uniquement 2010, ça ne serait pas suffisant, on n'a que 200 000 valeurs, on pourrait faire mieux. Donc, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons prendre la période 2010 à 2017, et nous allons faire une moyenne de ces valeurs. Et du coup, nous allons considérer la période 2010-2017, et en faisant ça, on récupère bien plus de valeurs. On monte à 304 770, et ce seront ces valeurs et cette période que nous allons étudier pour pouvoir répondre aux problématiques données. Maintenant, nous allons chercher les indicateurs qui pourraient nous intéresser pour l'analyse. Comment pouvons-nous voir ça? Nous avons plus de 3000 indicateurs. Nous pouvons par exemple regarder le taux de remplissage de chaque indicateur sur les pays. Nous avons ici par exemple les 5 premiers, les 5 indicateurs qui remplissent le plus. Par exemple ici pour le SP PopGro qui est la population totale, nous avons un taux de on voit qu'il remplit 213 États sur 215, donc un taux de remplissage à 99%. Pareil pour le SP PopTot, qui est la population totale. SP PopGro, c'est l'accroissement de la population. On voit que ces deux indicateurs sont les indicateurs qui remplissent le plus les pays. À partir de 213, on tombe à 208, puis 205, etc. Donc du coup, nous allons nous intéresser à ces deux indicateurs, car ils sont assez pertinents. Regardez le taux de population dans un pays est assez pertinent pour s'implanter. Donc du coup, nous avons un graphe qui recense la population totale en fonction de l'accroissement de la population. Par exemple, nous avons les 2 points très, très en haut qui sont la Chine et l'Inde. Donc du coup, nous allons faire un filtre pour pouvoir diminuer notre nombre de candidats. Donc le premier filtre que nous pouvons faire, c'est décider que nous allons prendre que des pays avec un accroissement de population positif, c'est-à-dire que la population va augmenter au fil du temps. Et nous allons décider de prendre une population totale qui serait supérieure, un pays qui aura une population totale supérieure aux 2/3 des pays les plus peuplés, ce qui représente à peu près 2 à 2,1 millions de personnes dans ce pays. En faisant ça, en utilisant ces deux filtres, on fait tomber notre nombre de candidats de 215 États à 125. Nous allons devoir filtrer encore un peu plus parce que 125 États, c'est encore pas mal. Nous allons faire le même raisonnement, nous allons reprendre les indicateurs qui remplissent le plus, et cette fois-ci, nous n'en avons plus. Avant, nous en avions 2 qui étaient à 99% de remplissage, maintenant nous en avons 68, ce qui est un nombre assez conséquent. Donc du coup, comment choisir entre ces 70, quel serait le plus intéressant? Pour ce faire, nous allons utiliser une technique qui se base sur le tableau de corrélation de personnes, qui est un tableau de corrélation linéaire, et sa p-value. Cela nous permettra de trouver les indicateurs les plus importants. Alors, nous pouvons aller plus loin dans l'explication dans ce slide en utilisant ce que nous appelons une heatmap. Une heatmap, qu'est-ce que c'est? C'est un graphe qui répertorie les corrélations entre chaque indicateur. Nous allons prendre un exemple. Nous avons ici ITNet-User P2, qui est le taux d'utilisateur Internet. Et nous allons le vérifier avec lui-même. Donc, ITNet-User P2 avec lui-même, cela donne 1, ce qui est logique car son indicateur est parfaitement corrélé avec lui-même. Ça veut dire que s'il augmente de 1, son indicateur similaire augmentera aussi de 1, ou de 2, etc.
Donc du coup, cela marche comme ça. Lorsque nous avons 1, ça veut dire que l'indicateur est parfaitement corrélé avec l'autre. Si nous avons -1, ça veut dire qu'il est parfaitement corrélé avec l'autre, mais inversement. Ça veut dire que si l'indicateur A monte de 1, l'indicateur B diminue de 1. Et du coup, nous avons des valeurs qui sont comprises entre -1 et 1 et qui nous permet de voir la force de la corrélation entre ces valeurs. Alors, voir des corrélations entre des indicateurs, c'est intéressant, mais nous voulons voir si ces valeurs ne sont pas dues au hasard, s'il y a vraiment une cause là-dessus. Et c'est à cela que sert la p-value. La p-value, c'est quoi? C'est une valeur qui nous permet de donner une certitude sur nos valeurs. Et dans l'habitude, nous utilisons une valeur de p-value inférieure à 0,05, ce qui est dans la heatmap la partie verte. Lorsque la p-value est inférieure à 0,05, nous pouvons dire que ces valeurs sont à 95% sûres que ce sont des valeurs qui ne sont pas dues au hasard, donc que dans la corrélation, il y a causation. Et lorsque nous avons la partie rouge, nous ne pouvons rien dire et nous ne pouvons pas faire de conclusion. Donc du coup, nous n'allons pas considérer ces valeurs. Donc du coup, pour moi, j'ai décidé de choisir un intervalle de corrélation compris entre -1 et 0,7 et 0,7 et 1. Et ces valeurs me permettra de dire que ces valeurs, que les indicateurs sont fortement corrélés entre elles et une p-value inférieure à 0,05. En prenant ces deux conditions, nous obtenons ceci. Nous obtenons 5 indicateurs sur 68 qui ne sont corrélés avec aucun autre indicateur que eux-mêmes. Et du coup, nous avons beaucoup moins d'indicateurs, on peut les regarder rapidement. Nous remarquons que nous avons 2 indicateurs très intéressants qui sont le GNI, qui est dans la ligne 3, et le GDP par capita. Alors le GNI, c'est le revenu national brut, et le GDP, c'est le PIB. Alors le GNI est plus intéressant que le GDP, car le GNI prend en compte les transferts de revenus entre les pays et mesure plus précisément le niveau de pays, le niveau de vie de la population. Donc, il est plus intéressant de prendre le GDP que le GNI, que le GNI que le GDP, excusez-moi. Par contre, on voit que si on prend le GNI, on n'a pas le GNI par capita. Nous avons juste le GNI ici, et là le GDP par capita. C'est pas grave, car il existe dans la base de données un GNI par capita, et c'est ce que nous allons prendre pour la suite de l'analyse. Donc du coup, nous avons le GNI par capita, qui est le revenu national brut par capita, par habitant, excusez-moi. Et j'ai décidé de faire un graphe par répartition, c'est-à-dire le nombre de pays en fonction d'une tranche de RNB par capita, par habitant. Et nous voyons qu'il y a pas mal de pays qui ont des RNB assez faibles et qu'à part cette partie-là, nous avons une belle courbe en cloche. Donc, quel est le filtre à considérer? Il est le suivant. Nous allons prendre le RNB max, qui est celui du Qatar. Nous allons diviser par 2 et excusez-moi. Et nous allons prendre tous les pays qui possèdent un RNB max divisé par 2 au moins, qui possèdent au moins cette valeur ou plus. Donc du coup, en faisant ça, nous tombons de 126 États à 12 États. Et, ces 12 États sont les suivants: l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Norvège, le Qatar, Singapour, Suède, Suisse et États-Unis. On peut aller encore un peu plus loin et essayer de filtrer encore un petit peu plus en utilisant le même raisonnement qu'avant, c'est-à-dire le tableau de corrélation, regarder la p-value, regarder les indicateurs les plus uniques de ce tableau. Nous obtenons 3 indicateurs intéressants qui sont le bar node 15-19 ZS, qui est le pourcentage de la population âgée de 15 à 19 ans qui ne possède pas d'éducation. Nous pouvons faire le même raisonnement pour les 20-24 ans. Donc du coup, ce qui nous donne une tranche assez probante pour ce qui nous intéresse, car l'entreprise fait des cours en ligne pour des étudiants qui sont au lycée dans le supérieur, donc de 15 à 24 ans, est une tranche assez intéressante pour ce contexte. Donc pour ces 2 indicateurs, j'ai décidé de prendre un seuil à 10% maximum. Il ne faut pas que ça la dépasse 10%, sinon le pays est éliminé. Le troisième indicateur qui est intéressant aussi est le UISP-A6HG25T99, qui est le taux de diplômé en licence minimum pour ceux qui ont plus de 25 ans. Plus ce taux est élevé, et plus on est sûr qu'il y aura beaucoup d'élèves qui feront une licence minimum. Donc, ce qui est intéressant, car ça augmente le nombre d'années que l'on pourra avoir avec eux. Alors, pour le seuil, on va regarder ça dans la prochaine slide.
Et le dernier indicateur, qui est plutôt un indicateur intuitif, car comme l'entreprise propose des cours en ligne, il est intéressant de voir si le pays qui nous intéresse possède un grand taux d'utilisateurs Internet. Donc, du coup, j'ai écrit dans la base de données, dans les indicateurs, le terme Internet, et je suis tombé que sur celui-là, le ITNet User P2, qui est le taux d'utilisateurs Internet, et j'ai décidé de prendre un seuil à 70% minimum. Donc, comment j'ai choisi le seuil pour l'indicateur des taux de diplômés en licence minimum pour les plus de 25 ans? Comme nous pouvons voir dans ce graphe, nous avons une belle courbe en cloche. Donc, j'ai décidé de couper l'apport en deux et de prendre les 25% minimum, donc toute cette partie-là. Et en faisant ça, on tombe de 12 États à 7 États. Donc, nous n'avons plus que l'Australie, Canada, Danemark, Norvège, Singapour, Suisse et États-Unis. Une fois que nous avons ces 7 pays, ça pourrait répondre à la question, mais si on veut se poser la question, il faut savoir, de ces 7 pays, quel serait celui à prendre en priorité. Nous pouvons utiliser un graphe spécifique qui s'appelle le graphe en radar. Le graphe en radar est un graphe qui nous permet de classer nos pays et de classer leur rank en fonction de chaque indicateur. Ici, nous avons un score de 1 à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour chaque indicateur. Donc, par exemple, nous avons ici le Barnode 2024 ZS, donc, qui est le taux d'éducation des 20-24 ans. Pour l'Australie, nous voyons qu'il est à 5. Non, à 6, excusez-moi. À 6. Cela veut dire que c'est le deuxième meilleur pays dans les 7. Donc, plus le score est élevé et plus le pays est bien situé par rapport aux 7 autres. Et inversement. Donc, du coup, en faisant ça, comment choisir lequel pays à prendre? Nous allons faire un total, c'est-à-dire que nous avons le score de chaque pays pour chaque indicateur. Nous faisons un total ici et nous avons un rank pour chaque pays à la fin. Donc, nous avons en premier l'Australie, en deuxième Canada, troisième ex-aequo la Suisse et les États-Unis, le Danemark en cinquième, la Norvège en 6 et Singapour en 7e. Donc, du coup, ici, j'ai montré je montre tous les graphes en radar de chaque pays. Donc, nous pouvons voir que chaque pays a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, l'Australie est assez constant. Il n'a pas tellement de force ni de faiblesse, mais il est plutôt bon dans tous les domaines. Le Canada, par exemple, il a beaucoup d'étudiants qui ont eu au moins une licence, qui ont une population totale assez forte. Donc, chaque pays a ses indicateurs où ils ont des forces et des faiblesses, et l'entreprise pourrait choisir un pays en fonction de sa sensibilité envers les indicateurs. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la population totale, car plus il y a de gens dans un pays, plus le nombre potentiel de candidats est élevé. Une fois que nous avons ce rank, nous pouvons regarder l'évolution du potentiel de ce pays. Nous savons que l'Australie est premier actuellement, mais qu'en sera-t-il dans les années à venir? Donc, nous allons répondre à cette question en faisant des extrapolations. Alors, petit aparté, nous voyons aussi que nous n'avons pas beaucoup de données pour pouvoir faire ça. Par exemple, le pourcentage d'incomplétude en fonction des années, entre 70 et 85, nous sommes en moyenne à 50% d'incomplétude. Là, on tombe à 30%. Mais on voit qu'on a quand même pas mal de données qu'on n'a pas. Du coup, c'est pour ça que je précise que l'interprétation du potentiel de ces pays dans les années futures est à prendre avec grande prudence. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir un peu plus de valeur? J'ai décidé de faire une interpolation polynomiale d'ordre 1, donc une interpolation linéaire, au sein des années. Donc, ce qui fait que nous avons des tranches de NaN, c'est-à-dire des valeurs qu'on ne peut pas avoir, car pour avoir une interpolation, il faut que, par exemple, ce NaN-là soit compris entre deux valeurs réelles. Ce n'est pas le cas, donc du coup, on aura forcément une partie gauche qui sera constituée que de NaN. J'ai décidé de ne pas faire d'extrapolation vers la gauche, car ça diminuerait la précision, et pour une autre raison, c'est qu'on a l'indicateur Internet, on ne peut pas tellement l'extrapoler vers la gauche, car l'indicateur Internet est plutôt probant vers les années 90 minimum, je dirais. On ne peut pas l'extrapoler jusqu'à 70, car ça n'existait pas, donc ce serait une sorte d'anachronisme de faire ce genre de raisonnement. Donc du coup, pour donner toutes les chances de leur côté, j'ai décidé de prendre uniquement les pays qui sont totalement remplis, pour avoir le niveau de précision qui est le même pour chaque année et pour chaque indicateur. En faisant ça, on tombe sur une période 2009 à 2016 qui est constituée uniquement de valeurs réelles totalement remplies et que l'on va pouvoir extrapoler. Comment nous allons extrapoler ces valeurs? Nous avons
ici, par exemple, la courbe bleue qui sont les valeurs réelles, donc les valeurs comprises entre 2009 et 2016. Et j'ai hésité entre faire une extrapolation d'ordre 1, donc la courbe verte, et d'ordre 2, la courbe rouge. On voit que la courbe rouge a tendance à vite diverger ou à tomber rapidement vers zéro, ce qui n'est pas vraiment une simulation réaliste. Donc, du coup, j'ai décidé de rester sur une extrapolation d'ordre 1, donc la courbe verte, qui est plus, on va dire, plus réaliste. Et du coup, en utilisant cette extrapolation d'ordre 1, on obtient des valeurs supplémentaires pour les années 2020, 2030, 2040, 2050. Et nous allons pouvoir voir l'évolution du rank de chacun des pays pour ces années. En faisant ça, on obtient ce graphe qui répertorie le rank de chaque pays pour toutes les années suivantes. Donc, par exemple, la courbe bleue, donc c'est l'Australie. Nous avions la période 2010-2017, il était premier. Pour 2020, il est toujours premier. 2030, encore premier, mais ex aequo avec le Canada. Et on voit qu'en 2040, il tombe troisième. Et 2050, pareil. Pour la Suisse, le scénario est inverse, c'est-à-dire qu'il était troisième entre 2010 et 2030, puis il tombe premier en 2040. Le Canada reste au top 2, à un moment il est premier en 2030, et après reste deuxième en 2040-2050. Les États-Unis étaient troisième au début, puis on voit qu'ils se rétrogradent en sixième à la toute fin. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les trois pays, Australie, Canada, Suisse, restent toujours top 3, peu importe les circonstances. Donc, ce sont vraiment des pays candidats très intéressants et assez robustes au temps. Et du coup, avec tout ce que j'ai présenté, nous allons pouvoir répondre aux trois questions fondamentales qui ont été présentées dans le mail de l'entreprise, qui sont la première question étant quels sont les pays avec un fort potentiel de clients pour nos services? Je réponds par 7 pays, qui sont l'Australie, Canada, Suisse, États-Unis, Danemark, Norvège, Singapour. La deuxième question était pour chacun de ces pays, quelle sera l'évolution du potentiel de ses clients? La plus grande analyse que nous pouvons faire, c'est que l'Australie, Canada, Suisse resteront top 3 entre 2010 et 2050. Et la dernière question, dans quel pays l'entreprise doit-elle s'opérer en priorité? J'ai décidé de prendre en premier l'Australie, car il possède un radar équilibré et est premier actuellement. Le Canada, car il est deuxième et possède une grande population. Et en troisième, j'ai hésité entre la Suisse et les États-Unis, mais j'ai décidé de prendre les États-Unis car il a un argument plus intéressant au niveau de la population. Les États-Unis est un pays qui, qui a beaucoup plus de population que la Suisse. Donc, du coup, ce qui nous fait un top 3 sur les pays candidats à considérer en priorité. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je rebondis directement sur votre conclusion et la question que j'ai à vous poser, c'est de savoir si on ne passerait pas à côté de certains pays qui aujourd'hui ne sont peut-être pas dans le top 7 que vous avez identifié, mais qui ont une bonne dynamique qui fait que leur évolution pourrait les faire entrer dans ce top 7-là à partir de 2020, 2030 ou 2040. Comment vous assurez, voilà, comment vous assurez que vous ne loupez pas des potentiels pays intéressants pour l'avenir? Je l'assure pas en fait, c'est que je suis parti là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je voulais répondre aux 2 questions en même temps, c'est-à-dire prendre un pays qui est bien maintenant, qui est bien après. C'est-à-dire, j'ai pas senti dans le projet ou dans ce que demandait l'entreprise, un pays qui pourrait peut-être bien dans 30 ans et pas forcément bien aujourd'hui parce que peut-être qu'ils veulent s'implanter maintenant enfin, j'ai pas assez de précision, donc j'ai préféré prendre des pays où on est sûr qu'on ne fait pas d'erreur maintenant, ni dans le futur, ni dans le présent. Et plutôt que de leur dire, bah voilà, ce pays-là, il est intéressant, mais ce sera plutôt en 2040, bah attendez 20 ans de vous implanter là-bas. Je préfère leur dire, voilà, maintenant, ces pays-là sont intéressants. Et dans le futur, ils feront pas n'importe quoi. Et, donc c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai qu'on aurait pu l'analyser comme ça et dire, voilà, dans le futur, il y a des pays qui sont mieux que maintenant. Oui, parce que le pays qui peut-être aujourd'hui est classé 10e, là vous avez pris les 7 premiers, le pays qui aujourd'hui est classé 10e, demain, Ouais, pour être premier, c'est voilà, possible. demain il pourra C'est être ça. premier, donc du coup ce serait un très bon candidat. En fait, ce que je voulais, le point d'attention, c'est vos filtres. Je trouve que vous avez été très très restrictif sur le filtre sur le RNB.
Et là, vous avez vraiment supprimé beaucoup de pays basés Ouais. uniquement sur le RNB, alors que vous n'avez même pas vous n'avez pas de données sur les coûts de la formation. Donc, prendre le RNB max divisé par 2, peut-être que C'est un peu trop, ouais. c'est très contraignant. Ouais, ok. Vous n'avez pas regardé la distribution, et ça, c'est la remarque que j'allais faire sur tout le projet, c'est que vous ne regardez pas les distributions de vos indicateurs. Ça aurait été bien quand même de les décrire, regarder un peu la moyenne d'utilisation d'Internet, peut-être le regarder même par macro-région. Ça permet aussi déjà d'avoir quand même certains enseignements, de voir peut-être que le taux d'utilisation d'Internet est plus important en Europe, en Amérique, moins en Asie, peut-être moins en Amérique latine, des choses un peu comme ça. Et puis, pour les filtres, justement, vous appuyez sur l'histogramme, sur la distribution de ces variables-là pour dire, bah, je filtre à partir d'ici parce que là, c'est la queue des distributions et je prends tout le reste qui m'intéresse. Et comme ça, après, vous faites une analyse, ce qui est très bien. Le score que vous avez fait est bien, mais je trouve que vous avez tellement fait vous avez fait, en fait, une analyse très, comment dire, univariée par étape. Donc, chaque fois que vous prenez un indicateur, vous réduisez un peu en mode waterfall, vous réduisez le périmètre de vos données pour à la fin, maintenant, construire un indicateur synthétique. Hmm. J'aurais fait plutôt l'inverse. J'aurais vraiment construit d'abord mon indicateur synthétique parce que lui me permet d'avoir une vision globale, une vision comment dire, qui prend en compte tous les aspects de mon analyse. Et ensuite, j'aurais regardé l'évolution de cet indicateur, j'aurais peut-être filtré des choses comme ça. Là, je pense qu'on est plus sûr voilà, qu'on ne fait pas d'erreur. Parce que peut-être vous avez éliminé beaucoup de pays sur le RNB qui pourtant avaient de bons potentiels sur la taille de la population ou même la taille de la population jeune. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'effectivement, on peut avoir une population faible, mais une proportion de jeunes beaucoup plus importante par rapport à d'autres pays qui ont des populations beaucoup plus élevées. Donc, moi, c'est juste ça que j'aurais mis en avant. Et voilà. Alors, dans la démarche de manière globale, hein, est-ce que je n'ai pas bien compris la nécessité de passer par la matrice de corrélation? Pourquoi vous vouliez absolument garder des indicateurs qui ne sont corrélés à aucun autre? C'est une façon de filtrer. C'est que, comme j'en avais 66, je me suis dit: «Peut-être les indicateurs les plus uniques sont les plus intéressants, car ils sont liés à personne, donc ils sont un peu tout seuls, donc ils ont forcément quelque chose qu'ils apportent en plus qu'un indicateur qui est lié avec 30 autres». C'est comme ça que je le vois. Après, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais, je l'ai Oui. senti comme ça, en tout cas. D'accord, ok. C'est vrai que analyser la corrélation, c'est une bonne chose. Ça permet de voir s'il y a des redondances dans le jeu de données en termes de. Parce que deux variables qui sont corrélées, fortement corrélées, on peut considérer qu'elles apportent la même information et donc elle est redondante. Mais ce que ça implique, c'est qu'on garde une des deux et pas qu'on Ouais, élimine c'est les deux. Voilà. Moi, je pense aussi que vous aurez pu gagner vraiment en temps dès le début, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, hein, c'est vrai qu'on a en analyse de données, on brasse un peu le maximum de choses, mais parfois, on a une problématique qui est assez claire. On peut déjà éliminer certaines variables parce qu'elles ne sont pas du tout liées à ce qu'on veut faire. Bah, Donc, c'est ce que j'ai déjà fait dans mon notebook, mais je l'ai pas précisé dans le projet. Par exemple, j'avais enlevé, mâle, femelle parce que oui, on ça n'avait pas j'ai eu vu. ce Ça genre j'ai de vu, vous choses. avez enlevé mâle, femelle, En j'ai fait, noté le ça. notebook, il est bien plus complet que la présentation, ce que j'avais vu. Ça, je l'ai vu, vous avez enlevé secondaire, primaire, j'ai vu ça, effectivement. Mais après, pour les autres, vous aurez pu aussi enlever le taux de mortalité, des choses un peu comme ça, qui, d'office, on sait que c'est peut-être pas très pertinent par rapport à l'analyse. Comme ça, vous avez un pool d'indicateurs beaucoup plus liés à la problématique et ça allège même vos temps de calcul et autres. Ah oui, bah, c'était ma première préoccupation, en fait. J'ai fait ça pour avoir plus de temps de calcul. Parce que c'est vrai que les calculs les tableaux de corrélation, c'est assez long si on prenait les 2000. Donc Ouais. quand j'étais passé à 800 quand je faisais ça, donc c'était quand même plus abordable, on va dire. Mhm. OK,
Très bien. Écoutez, c'est tout pour moi. Ça marche. Je vous remercie.